7h36, merci d'être avec nous. Jean-François Delfraissy, bonjour. Bonjour. Je devrais dire professeur Jean-François Delfraissy. Vous êtes professeur d'immunologie, ancien directeur de l'ANRS, l'Agence nationale de recherche sur le sida, et aujourd'hui président du comité consultatif national d'éthique. Ouverture hier des états généraux de la bioéthique, 6 mois de débat, et le 7 juillet, vous rendrez les conclusions de ce débat. Pourquoi ce débat et comment va-t-il se dérouler ? Débat parce que c'est prévu dans la loi. C'est prévu dans la loi. Tous les 7 ans, je crois. Tous les 7 ans, où en France, on a un modèle très particulier, où il y a une rencontre tous les 7 à 8 ans entre le citoyen, le politique, les experts scientifiques et de l'éthique, pour réfléchir à ces problèmes d'éthique. C'est un modèle typiquement français. Donc profitons-en, si je peux dire. Et donc il a été confié au Comité national d'éthique, dans la dernière loi, la responsabilité, entre guillemets, d'organiser ces états généraux. Oui. Comment ça va se dérouler ? Oui. Comment on va le faire ? C'est un temps très particulier, c'est un temps de 5 mois, un peu de, moi je dis les mots, un peu de démocratie sanitaire ou d'intelligence collective. Est-ce qu'en France, on est capable de prendre le temps de réfléchir en intergénérationnel, incluant beaucoup les jeunes si possible, sur ces sujets aussi difficiles ? Dans quelle France voulons-nous vivre demain ? C'est ça. Et quelle France on veut laisser, et on va le voir après sur certaines thématiques, à notre jeune génération. Oui. Alors comment on va faire ? On va essayer de capter un peu ce mouvement citoyen, si je peux dire, avec bien sûr un site web et avec tout ce qu'il y a autour. Aussi des grands débats en région. Il y a plus de 60 débats qui sont prévus dans toute la France et aussi en Outre-mer, parce que c'est bien sûr aussi la France. On aura également des auditions au niveau du Comité national d'éthique, à la fois des sociétés savantes, des scientifiques, mais aussi des associations, et aussi des grands courants religieux. Et puis, je pense aussi des jeunes industriels, parce qu'on va voir sur certains sujets, la jeune industrie, elle est très très partante. Les biotech sont là. Bon. Évidemment. Et puis enfin, on va être accompagné, c'est ça un peu l'originalité, par un comité citoyen représentatif un peu de la France globale, et pas seulement de Paris, mais global, et qui va nous accompagner pour avoir un regard critique sur l'ensemble du processus et nous dire à certains moments, non, là vous êtes un peu à côté de vos pompes, vous êtes trop dans l'expertise, revenons, et c'est ça l'enjeu quand même, faisons discuter nos concitoyens sur les grands sujets. On va voir d'ailleurs quels sont les grands sujets de débat. Une loi suivra. Nous avons choisi de laisser la loi aux politiques. Vous avez choisi, ce n'est pas votre rôle. Ce n'est pas mon job. Parlons d'un premier sujet. La médecine de plus en plus personnalisée. Pourquoi ? Eh bien parce que les tests génétiques sont achetables en ligne aujourd'hui, extrêmement facilement. J'envoie ma salive, ça me coûte $99 et je connais mon ADN, c'est cela ? Vous connaissez une partie de votre ADN. Une partie de l'ADN. Oui. Alors, en effet, les techniques, la science évolue de façon extraordinaire. Bon. Oui. Moi, je vieillis un peu, mais je trouve qu'elle évolue encore plus vite. Oui, encore plus vite. Oui. Et il ne faut pas l'arrêter. S'arrêtera-t-elle ? Il ne faut pas l'arrêter. Il faut peut-être, à certains moments, la canaliser. On n'est pas non plus obligé de tout accepter. Alors, il y a des techniques qui permettent de séquencer le génome, c'est-à-dire de savoir exactement une sorte de photographie de notre génome. Bon, elles vont encore baisser, les prix vont baisser, on sera probablement à 50 € dans 2 ans. Il n'y a pas de prescription médicale. Je connaîtrai mon patrimoine génétique. Une partie de mon patrimoine génétique. Comprenant les principaux gènes qui peuvent être responsables ou qui sont connus comme étant associés à certaines maladies. Oui. Il y a toute une partie du génome qui n'est pas connue, et ça, on continuera à ne pas le connaître. Oui. Alors, c'est dans ces enjeux d'utilisation, premièrement, il n'y a pas de prescription médicale, on l'achète sur Internet. Oui. Deuxièmement, on vous rend le résultat quand vous avez payé, et vous vous retrouvez avec des choses que vous ne comprenez pas. Oui. Et 3, ça pose beaucoup de questions aux consultations de généticiens en ce moment en France et aux US, enfin dans les grands pays entre guillemets, qui se retrouvent avec des gens qui viennent leur dire, bah voilà, qu'est-ce que ça veut dire ma carte du génome ? Bon, puis si je pousse un peu, allez-y, poussez parce que il y a de très bons côtés dans cette médecine individualisée. Pourquoi ? Parce que en fonction de la connaissance du génome,
On a des pronostics, par exemple, pour le cancer, ou des thérapeutiques pour le cancer, ou pour d'autres maladies maintenant, dans le cardiovasculaire, qui vont faire qu'on va être plus ou moins bien traité. Oui, on pourra connaître le profilage génétique de tumeurs, par exemple. Et donc, on pourra adapter encore mieux le traitement autour de ça. Donc, là je dirais, c'est une avancée de la médecine. Mais quels sont les risques? Mais le risque, par exemple, c'est que, eh bien, voilà, on peut imaginer que dans les années qui viennent, deux jeunes qui se rencontrent et que la deuxième partie de la rencontre soit « donne-moi ton ADN ». Montre-moi ton ADN. Enfin, je pousse un peu. Voyons si on peut. Et voyons si c'est compatible. Si on est compatible. Si tu n'as pas le gène qui est en partie responsable de telle ou telle maladie. Donc, vous voyez la dérive. Oui. C'est une dérive qui peut être importante. Je pousse un peu en disant ça. Non. Mais pas tant que ça. Parce que ensuite, ça peut conduire quand même à une dérive importante autour de l'utilisation de ces tests. Évidemment. Les enjeux économiques sur les thérapies ciblées, on les connaît. Oui. Je regardais le chiffre, 200 milliards de dollars en 2022. C'est considérable. C'est un des enjeux aussi de la loi de bioéthique, c'est s'interroger sur l'accès aux thérapeutiques innovantes à certains moments. Et qui a droit et comment peut-on gérer des coûts de ce type. Alors, questions qui sont posées aussi, avec ces tests génétiques, doit-on envisager de proposer des tests génétiques aux couples souhaitant avoir un enfant? Là aussi, même chose. Alors, oui. Bien sûr, ça serait éventuellement pour regarder si entre le patrimoine du papa et le patrimoine de la maman, il n'y a pas un gène qui est là et qui est susceptible d'entraîner une maladie. Alors, on passe à une autre étape. On a maintenant des techniques qu'on appelle les ciseaux génétiques, qui permettent d'exciser, entre guillemets, un bout du gène et un bout d'aller couper un tout petit bout de notre génome. Donc, si on fait ça en faisant une fécondation in vitro, et ensuite on prend l'embryon, on regarde s'il y a le gène pathologique dans une famille où il y a une maladie qui est associée à un gène. Enlever ce gène, c'est une merveilleuse nouvelle thérapeutique. Oui. Et les familles le demanderont. Oui, les familles le demanderont. Inversement, aller couper avec ces mêmes ciseaux génétiques et sélectionner qu'on veut des grands, qu'on veut des blonds, et puis qu'on veut je ne sais pas quoi, on est à la porte de l'eugénisme. À la porte de l'eugénisme, c'est le risque. C'est là où votre rôle. C'est là où vous êtes. C'est là où votre rôle est important. Alors moi, je ne dis pas qu'il faut freiner tout ça. Je dis que les Chinois sont en train de démarrer des essais sur justement l'utilisation de ces ciseaux génétiques sur les cellules embryonnaires. Question, est-ce que en France, on va autoriser ou ne pas autoriser? Et la France est attendue, on est attendu au niveau international. Non, mais vous vous rendez compte, je suis un jeune homme, je rencontre une jeune fille, on compare nos ADN et on se dit, est-ce qu'on va pouvoir concevoir ensemble un enfant? Oui ou non? Non, mais c'est terrible quand même, non? C'est une évolution qui n'est pas là. Mais en tout cas, on pourrait même concevoir des embryons destinés à la recherche. Oui, et alors dans la révision de la loi bioéthique, une des questions aussi, c'est de savoir est-ce que l'embryon, jusqu'où on définit, à partir de quelle date on définit l'embryon, J7 ou J14, jusqu'où laisse-t-on aux chercheurs la possibilité de travailler sur ce qui est le début de cet embryon, et à partir de là, est-ce que l'embryon, en effet, et on le sait, devient un outil de recherche possible, ce qui est déjà le cas d'ailleurs dans un certain nombre de pays anglo-saxons. Alors, ça pose un autre problème, la protection des données de santé. Là aussi, c'est une piste de réflexion. Oui. Comment protéger nos données de santé? Alors, Qui doit avoir accès à nos données de santé? Qui? Alors, les enjeux, c'est la première fois que dans la révision de la loi bioéthique, on introduit l'intelligence artificielle et les données de santé. Moi, quelques exemples. La majorité des grandes données de santé, elles ne sont plus gérées par le médical. Elles sont gérées par Google, par les équivalents chinois, par les équivalents de Taïwan. Donc, il n'y a pas de gouvernance qui s'est installée. Et inversement, c'est un outil fantastique. Des bases de données. Moi, je me suis confronté à un ordinateur aux US sur des diagnostics difficiles. L'ordinateur m'a battu. Bon. Donc, ça pose toute la question aussi de la formation ensuite des médecins, puisque à partir du moment où il y a... Bon. Mais revenons au patient, ça veut dire que le patient est connecté dans les années qui viennent de plus en plus, à tout niveau,
Et les données de santé, elles ne sont pas seulement sur les santé, elles sont sur qui est le patient, quel est son milieu sociétal, dans quel contexte il vit. Donc il y a un mélange, entre guillemets, qui est en train de se faire, et ces grandes bases de données vont complètement changer la donne. Alors, toujours dans l'intelligence artificielle, pour qu'on comprenne les enjeux, il y a une partie des opérations en neurochirurgie qui va être réalisée par des robots. Par des robots. Et le robot va être, pour certaines opérations neurochirurgicales, plus efficace que la main du chirurgien. Le consentement éclairé. Vous allez faire un consentement éclairé à un robot? Mais oui. Il faut peut-être s'interroger. Oui, il faut peut-être. Comment on va faire? Évidemment, quelle place et quel statut donner au robot? Quel statut donner à un robot? Dans le domaine biomédical. Dans le domaine biomédical. Voilà encore une grande question que vous allez aborder. Alors, la PMA, je ne vais pas rentrer dans le débat contre la PMA, ça ne m'intéresse pas, là en l'occurrence, mais vous non plus d'ailleurs. Vous êtes prononcé sur la PMA, vous êtes plutôt favorable à la PMA pour les femmes hétérosexuelles et pour les femmes seules. Je vais un peu plus loin. Ça pose la question du don, la PMA. Don de gamètes, à la fois ovocytes et spermatozoïdes, qui sont en baisse, ces dons. S'il y a plus de demandes, franchement, ça va poser problème, non, en matière de dons? Alors, faut-il rendre ces dons? Faut-il payer un donneur de sperme, par exemple? Faut-il rémunérer le don? Alors, on est en France dans un modèle très particulier au niveau du don, qui n'est pas unique, mais qui est quand même assez isolé. C'est-à-dire, on est dans un phénomène de don non rémunéré. Oui. Quel que soit le don. C'est vrai d'ailleurs pour les gamètes, c'est vrai pour le sang, et c'est vrai pour la transplantation d'organes. Oui. Je pense que c'est quelque chose, là, c'est du granit. C'est du granit breton qu'il faut maintenir. C'est vraiment quelque chose de très important, qui est la construction même de notre culture en France. Mais néanmoins, elle est très isolée. Et les gens s'interrogent, est-ce qu'on peut poursuivre cet aspect de gratuité? Donc c'est une des questions qui va se poser. Si on vient au don de gamètes, oui, c'est vrai qu'il y a un manque un peu de dons de gamètes et qu'on pourrait peut-être aggraver dans un premier temps en ouvrant autour de la PMA. Bon, à l'inverse, je pense qu'il va y avoir des phénomènes d'équilibre. En plus, le nombre, si la PMA devait s'ouvrir, et une fois de plus, je ne prends pas parti. Oui. Le CCNE, là, actuellement, est dans un climat de neutralité. Il est là pour organiser les États généraux. Donc, on va écouter ce qui se dit au sein des États généraux. Mais imaginons qu'il y ait une ouverture sur la PMA pour les femmes seules. C'est de toute façon un nombre qui n'est pas si considérable. Donc, je pense qu'il y aura des équilibres qui vont se réaliser. Je reviens au don. Doit-il rester anonyme? Alors, là aussi, question, il faut écouter. Réflexion. Il y a des associations de personnes qui sont nées de dons anonymes et qui souhaitent savoir qui est leur père. Qui est leur père. Et voilà, on va les écouter. C'est le phénomène des auditions, on va les écouter. Je n'ai pas personnellement de position sur le sujet. Aujourd'hui, le donneur de sperme est choisi pour ses caractéristiques physiques. Non, il y a une couleur de peau, ou des yeux, des cheveux. Il y a une sélection qui ressemblante au père du couple qui reçoit. Non, parce que le donneur de sperme, il va donner d'abord son sperme il ne sait pas à qui il va donner. Oui. Ensuite, il va le donner à de très nombreux couples. Oui. Oui. Il y a un aspect régional qui joue aussi. Oui. Et après, il y a une sélection qui est faite sur des critères, mais plutôt d'ordre médicaux. Quelqu'un en bonne santé. Les dons d'organes, là encore. Dons d'organes, oui, c'est un sujet. Les besoins de greffe sont de plus en plus nombreux. Plus importants. Est-ce qu'il faut modifier la loi? Je rappelle qu'il est possible à une personne majeure, il n'est pas possible, il est possible à une personne majeure de dire qu'elle ne veut pas donner ses organes. À partir du moment où elle l'a déclaré, pas question de toucher à ses organes. On est bien d'accord. Oui, mais on va le reprendre en sens inverse, c'est-à-dire que si on ne l'a pas déclaré, on peut actuellement, et ça c'est un des points importants de ces dernières années, on peut prélever, ce qui a élargi d'ailleurs la capacité à prélever. Et là-dessus, sur cette réflexion-là. Et alors là-dessus, il y aura probablement aussi une série de discussions plus techniques, moins sociétales, je pense, et qui font qu'il y a encore des améliorations possibles qui sont dans le domaine du don d'organes. On doit signaler quand même que ce modèle français, il est assez unique. N'oubliez pas qu'il y a des situations très difficiles dans le monde.
dans un grand pays d'Asie, pays d'Asie, on prend des organes chez les condamnés à mort. La Chine, l'Inde, la Chine, on prend des organes sur les condamnés à mort. Et c'est beaucoup. Il y a une communauté internationale qui pose une série de questions autour de ça, parce que vous voyez tous les enjeux éthiques que ça pose. Oui, bien, évidemment. La fin de vie. La fin de vie. Là encore, réflexion autour de la fin de vie, le droit à l'euthanasie et au suicide assisté. Il y a une forte pression. Vous avez vu tous les chiffres de l'opinion publique est plutôt favorable à une forme de légalisation du suicide assisté. Là aussi, vous allez ouvrir le débat. Alors le débat sera ouvert à la fois, on l'a vu sur la PMA et sur la GPA. Le débat sera ouvert et il sera ouvert également sur la fin de vie. Alors sur la fin de vie, il faut rappeler peut-être aux Français qu'il y a une loi qui a été faite en 2016, la loi Claes-Leonetti, qui a beaucoup amélioré les choses sur les conditions de décision, entre guillemets, à la fois pour les équipes médicales et probablement pour les familles. Certains la jugent insuffisante. Quand une loi se met en place, il y a toujours un délai avant que les équipes s'en emparent. On est encore probablement dans le fait que les équipes médicales s'emparent de tout cela. Néanmoins, il faut qu'il y ait un vrai débat. Vous avez vu les propositions de loi qui sont déposées ? Il y a plusieurs propositions de loi qui sont, on le rappelle, essentiellement quand même pour des situations médicales très très particulières. J'en prends une. Un patient en phase avancée ou terminale d'une maladie incurable pourra demander à un collège de 3 médecins un geste actif pour mettre fin à sa vie. Bon. Écoutez, c'est dans le débat. Oui. Moi, je suis intéressé par ce qui va se passer, en particulier en région, sur qu'est-ce que pensent les Français. Bien sûr, il y a les sondages. Mais que quand on rentre dans la discussion, quand on met en face les Français des aspects pratiques d'une telle décision, comment va se passer le débat ? Et je vais terminer avec la GPA, parce que ça sera aussi dans les débats, sujet de discussion. Je vais encore une fois aller au-delà des débats philosophiques autour de la GPA. Moi, je m'intéresse aux femmes et je pose une question. Pourquoi une femme est-elle prête à une grossesse et à l'accouchement d'un enfant pour une autre? N'y a-t-il que l'argent comme motivation? Est-ce qu'il ne faut pas se poser cette question? Non, je pense qu'il y a deux types de motivation. Je pense qu'il y a un peu du don de quelque chose pour une série de femmes, et en particulier dans ce qui se passe aux États-Unis ou au Canada, où tout ça est très réglementé. Je pense qu'il y a donné à quelqu'un qui ne peut pas avoir une famille en mal d'enfants. Une famille en mal d'enfants. Et je pense qu'il faut en tenir compte. Bon, inversement, dans d'autres régions du monde, c'est devenu des entreprises commerciales. Oui. Donc, c'est la balance entre les deux. Elle est très vraiment difficile. Très très difficile, très très difficile. Où on se dit que par certains côtés, on pourrait laisser ouvrir peut-être certaines GPA ciblées, et puis que si on laisse ouvrir ce genre de décision, eh bien, ça sera très difficile de ne pas le maintenir. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de décision européenne sur ces questions-là? Alors, c'est une bonne question, très bonne question. Pourquoi des pays qui sont d'origine de la même culture, comme l'Espagne, comme la Suisse, comme la Belgique et comme la France, ont-ils sur des sujets sociétaux, la fin de vie ou la GPA, des positions aussi distinctes? Eh bien, je n'ai toujours pas compris. Pourtant, j'ai beaucoup de contacts là depuis maintenant plusieurs mois avec tous mes collègues européens, et comment la construction culturelle, alors que ce sont pour la plupart de ces pays, sauf la Suisse, qui est de nature protestante, mais pour les autres plutôt dans une ambiance ex-catholique, entre guillemets, comment la construction culturelle en 2018 arrive-t-elle à des positions aussi différentes? Merci Jean-François Delfraissy, merci d'être venu nous voir, c'est absolument passionnant pour discuter des heures sur ces sujets. Il est 8h55.